Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais introduire rapidement cette table ronde qui s'intitule Qui prendra soin demain des seniors? Je pense que le mot important dans notre questionnement est celui de demain, c'est-à-dire quel futur faut-il envisager pour les seniors et notamment pour les plus fragiles et les plus dépendants. Alors, je voudrais donner en introduction quelques repères rapides sur les défis qui nous attendent. Il y a actuellement 18 millions de plus de 60 ans, il y en aura 21 millions en 2030. Donc, dans la prochaine décennie, 3 millions de plus de seniors. Des personnes dépendantes, a priori, qui seront beaucoup plus nombreuses. L'INSEE a réévalué les chiffres de personnes dépendantes. On va passer actuellement autour de 2,7 millions de personnes dépendantes, si on prend les GIR 1 à 4, par exemple, à 3,9 millions en 2050. Donc, une augmentation a priori considérable. Tout ceci va générer des besoins importants, notamment dans les EHPAD. La dernière étude de la DRIS prévoit qu'il faudrait 100 000 places de plus en EHPAD d'ici 2030, et puis un peu plus de 30 000 places en résidence autonomie. Bon, ce sont les derniers chiffres de la DRIS. Donc tout ceci représente un défi considérable. Par ailleurs, on sait que la France est le pays qui a actuellement le plus de personnes âgées en EHPAD, ce qui pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas trop favorisé les EHPAD au détriment du maintien à domicile? Est-ce qu'il est vraiment certain de prévoir 100 000 places de plus en EHPAD d'ici 2030? Alors, tous ces questionnements, la table ronde va les aborder. Questionnement sur le sens du vieillissement. Quel regard portons-nous sur le vieillissement? Quelle réflexion cela peut-il susciter? Sur le financement, bien sûr, on ne pourra pas créer des EHPAD supplémentaires ou favoriser le maintien à domicile sans financement supplémentaire. Je rappelle que le président Macron avait annoncé a priori des besoins de l'ordre de 10 milliards de plus d'euros en 2030. Et puis les aidants dont le rôle est irremplaçable, qui sont actuellement au moins 11 millions, plus de, je crois, 4 millions d'aidants salariés qui ont du mal à concilier les activités de salariés et d'aidants. Voilà toutes les réflexions que cette table ronde devrait aborder. Alors, je voudrais commencer avec en donnant la parole à Monique Adolphe, qui est une ancienne chercheuse en biologie cellulaire, qui est l'ancienne présidente de l'Académie nationale de pharmacie et puis qui est actuellement membre de l'Académie nationale de médecine. Monique Adolphe, je vous donne la parole pour 7-8 minutes, si vous pouviez nous faire part donc de votre regard sur le vieillissement et des réflexions que ça suscite. Ok. D'abord, un grand merci aux personnes invitantes et vous dire que les réflexions que je vais faire n'engagent que moi, n'engagent aucune des nobles académies auxquelles j'appartiens, parce que je me méfie. Bon, je voudrais vous rappeler, même dans cet auditoire, je vous suis depuis ce matin, hein, je suis très très sérieuse, un auditoire qui est excellent, enfin ceux qui ont parlé, que l'augmentation de la durée de vie des humains dans les pays occidentaux ou occidentalisés repose sur les progrès de la médecine. Et il n'en déplaise à certains, à l'industrie pharmaceutique et à toute la recherche biologique en amont sous forme de start-up qui existe dans tous les pays du monde maintenant. Bien sûr, c'est surajouter les découvertes de l'hygiène, les connaissances accrues sur les microbes, sur les virus positifs et qui participent à notre équilibre de santé. Alors tout cela fait que nous vivons globalement plus vieux et que ce vieillissement participe à l'augmentation des humains sur notre planète. Première conséquence. Alors je ne la développerai pas parce que c'est mineur, si vous voulez, par rapport à la survie des enfants nouveau-nés gardés vivants, bien entendu, dans les pays émergents. Mais ceci, je trouve, est globalement maléfique, car à l'origine de l'angoisse, depuis le Club de Rome, que les plus anciens connaissent, est sous-jacent dans de nombreux problèmes planétaires que je résume dans cette simple phrase:
La Terre pourra-t-elle supporter cette humanité qui ne cesse de croître et qui est à l'origine de l'Anthropocène et de tous les dérèglements climatiques? En parallèle à cette longévité accrue apparaissent des changements sociétaux dans ces fameux pays occidentaux, avec la poussée qui n'est pas évidente dans cette journée, mais enfin, du féminisme qui apparaît maintenant. Et donc, les femmes ont une éducation plus importante, elles sont arrivées sur le marché du travail. En parallèle à ce grand progrès pour les femmes, il y a eu une tendance qui peut-être est en train de changer, mais vers un habitat urbain parce que c'était là que se trouvait le travail. Donc, en allant vers les villes, les surfaces que l'on pouvait acquérir ou se loger étaient beaucoup plus chères. Donc, à cette époque où la longévité commençait à apparaître, se posait déjà la question de la fin de vie des grands-parents, qui se faisait rarement maintenant chez leurs enfants, alors qu'il y a une génération avant, c'était le cas, en raison des surfaces réduites. Et aussi, bien sûr, des habitudes de vie différentes suivant les générations. C'est à peu près à cette époque qu'apparurent les premières maisons de retraite, fort différentes de ce qui existe maintenant. Beaucoup étaient en relation avec le métier de l'homme, qui était à cette époque l'élément porteur du financement du couple. C'est ainsi que je visitais, pour ma mère devenue veuve, la maison des médecins et des pharmaciens. La formule de ces maisons était très simple, basée sur l'utilisation d'une grande chambre avec salle de bain, balcon éventuel si on est à la campagne, et une partie communautaire avec salle à manger et salon d'hiver. Ceci a conduit les investisseurs éclairés à reprendre cette idée, à la généraliser et à proposer progressivement des chambres séparées d'une part d'abord, et puis des studios, des 2 ou 3 pièces à acheter ou plus récemment à louer, avec des services communs, restaurants, salles de jeu, salles de sport et même piscine. Alors, de nombreuses sociétés se sont lancées dans ce qu'on appelle la silver economy, que je trouve ça très, très joli d'ailleurs comme expression, qui déborde largement le logement et s'élargit aux loisirs et à tout ce que les personnes âgées sont censées aimer. Les résidences présentent certainement une grande rentabilité puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses, en dehors du fait qu'on est plus nombreux vieux, bien sûr, et beaucoup d'agglomérations créent ce type de service afin de laisser à la personne, par exemple à Saint-Malo, la possibilité de conserver ses habitudes qu'elle a vécues toujours à Saint-Malo, et pour les plus chanceuses, elle retrouve ses amis et une partie de sa famille. Alors, ces résidences ont des noms très, très variés, maisons de retraite, foyer logement, résidence, EHPAD, au début. Mais la longévité a augmenté, accompagné de troubles divers, liés à l'âge, comme l'a dit d'ailleurs très, très bien mon confrère Jean-Pierre Michel, et à des comorbidités qui sont très fréquentes lorsqu'on vieillit. Actuellement, beaucoup d'EHPAD deviennent des EHPAD, donc les personnes sont dépendantes et on rentre beaucoup plus tard, ça je crois qu'il l'a dit ou d'autres l'ont dit, on rentre beaucoup plus tard dans ce type de maison. Autrement, la structure ils essaient de garder la structure des EHPAD, mais c'est une structure mixte avec des parties inchangées pour ceux qui sont bien et en bon état, si je puis dire, et des étages dévolus aux personnes qui sont dépendantes physiquement ou pire, atteintes des maladies dégénératives dont on sait aujourd'hui à peine diminuer les symptômes et pas du tout guérir. Maladies qui peuvent durer plusieurs années sans que l'on sache vraiment si la personne a une certaine conscience malheureuse ou a-t-elle des lueurs de bonheur, personne ne le sait. Personnellement, puisque je donne mon avis, je trouve que ce gain d'années, quand il s'achève dans cette dépendance,
n'est que maléfique. Et si elle enrichit quelques sociétés sociétés tout simplement, la balance bénéfice-risque, vous savez, en reprenant l'expression pharmaceutique, ne va pas non plus dans le sens du bénéfice pour la personne qui est en maison. Une autre perturbation atteint certaines personnes âgées. Ça a été discuté ce matin. Ayant une vie professionnelle assez dynamique et passionnante, c'est l'absence de leur utilité dans la société actuelle. Et je sais que certaines recherches se font, en effet, pour participer à la vie de cette société. Mais ceux qui sont à cheval entre la fin du 19e siècle et au début du 20e ont une durée de vie qui vous a été rappelée par Jean-Pierre Michel, qui comporte en effet, les proportions sont quand même assez effrayantes quand on réfléchit, 15 à 25 ans pour acquérir des connaissances et un métier, 40 ans de vie professionnelle, et tout le reste de la vie, en général, donc 20 à 25 ans de retraite. Au début de cette retraite, les gens ont des idées, ils ont préparé un petit peu, ils font des voyages, ils appartiennent à un bénévolat, ils font plein de choses encore, ils ont des hobbies qu'ils avaient auparavant ou qu'ils se sont créés. Mais à partir de 80-85 ans, ils commencent à être atteints par des troubles de santé qui perturbent leur vie et ils subissent, ce qui a été décrit aussi ce matin, le regard des plus jeunes qui les mettent très vite dans la catégorie des vieux, rarement intéressants, parce qu'il faut supporter leurs idées qui sont absolument différentes. La génération nouvelle a été à grande vitesse modifier toutes les valeurs qui ont structuré la vie des anciens, comme la stabilité du couple, l'éducation des enfants, la croyance religieuse et l'importance de la sexualité. Alors, conséquence, quand le groupe grand-parental soudé et stable, lui, disparaît, en laissant l'un des deux en vie, et comme l'a dit Jean-Pierre, c'est évidemment la femme qui reste, les enfants se rapprochent pour faire ce qui leur paraît un devoir et le gardent précieusement, le survivant, comme je trouvais la comparaison assez sympathique, peu sympathique, un tableau, vous savez, qu'on a chez soi, un tableau de petit maître dont on a fait l'acquisition il y a longtemps, qu'on ne regarde plus et dont on est incapable de voir s'il est détérioré ou pas. Alors que nos enfants, en effet, nous voient avec beaucoup d'affection et une forme subtile d'égoïsme, car si cette personne disparaît, ils deviennent de facto en face de eux-mêmes de la finitude. Alors, quant au survivant, est-il heureux? Rarement, car fort demandeur d'aide et d'affection, il devient un poids pour sa famille et il en est conscient, car sans cesse en demande, rarement satisfait, et je rencontre très très souvent des aidants assez désespérés de ne pas pouvoir faire mieux et qui, de lassitude, se tournent vers des solutions type maison de retraite. Donc encore, pour moi, ce vieillissement est maléfique, puisqu'il n'apporte pas la joie. Alors, que faire? Monique Adolphe, si vous pouviez essayer de conclure. Fini. Ah, c'est parfait. Merci. Presque fini. J'ai une demi-page, ça va? Oui, oui. Pour rendre positif le grand âge, certains de mes confrères imaginent une amélioration de la santé type transhumaniste. Je vais aller très vite. Donc, ça peut aller à n'importe quoi. On remplace l'usure des organes par des greffes, des cellules souches, des prothèses, etc. Et plus classiquement, et c'est la théorie de Jean-Pierre Michel, il faut mettre en avant la prévention en développant pour la génération montante des recettes de bien vieillir, etc., etc. On en prend le chemin et ça, c'est bénéfique, certainement. Mais une question se pose.
c'est quand même que les seniors sont rarement, comme on le disait dans le temps, des transmetteurs d'expérience. Alors, certains journalistes vous racontent que, bon, d'accord. Mais ce sont, qu'il a été dit également ce matin, les jeunes qui instruisent les vieux à l'informatique, à l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure, en attendant qu'on trouve la recette de mourir en bonne santé, je souhaiterais qu'on puisse choisir de partir quand la vie que l'on vous propose ne correspond plus du tout à votre culture initiale. Et si je crois à la formation continue pour suivre l'évolution d'une discipline, je ne crois pas du tout à un changement de culture lorsque c'est l'ensemble de votre vie qui est en cause. Donc, pour ceux que la vie n'est plus qu'un poids de douleur physique et morale, je souhaite que la société française, à l'instar des pays très proches et plus lointains, accorde à nos compatriotes qui le souhaitent le droit de quitter la vie en avalant une potion magique qui leur permet de partir en douceur vers l'au-delà. Je fais référence à beaucoup d'œuvres cinématographiques qui décrivent justement comment ça va se passer, une cérémonie d'adieu entre tristesse et joie, etc., etc. Et là, ça sera très, très bénéfique. Donc, pour terminer, je fais une proposition positive. C'est que les EHPAD, qui nous gardent au chaud, si je puis dire, jusqu'à la fin de notre vie, puissent être ces lieux où on prépare à la mort, soit par des soins palliatifs, puisque c'est ce qu'on peut faire maintenant, soit par cette euthanasie, si on l'obtient. C'est parce que c'est certainement dans ces EHPAD que nous pourrions avoir les aidants les mieux formés, les mieux préparés, et il existe des formations, des personnes différentes de moi vont parler maintenant, la formation est un souci, et il en existe, et j'en connais quelques-unes qui sont de haut niveau, en particulier à Montpellier, pour ne pas citer. Merci et pardon d'avoir débordé un tout petit peu. Merci Monique Adolphe. Merci pour ces réflexions sociétales et humanistes qui lancent un vaste débat. Oui. On va poursuivre l'examen un peu des facettes de notre questionnement avec Serge Guérin. Serge Guérin, on ne l'entend pas encore. Voilà. Oui, Serge Guérin. Serge Guérin est sociologue bien connu, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la seniorisation de la société. Quelle réflexion ça vous inspire, Serge? Alors, j'ai donc… 8 minutes. Ce que j'aimerais bien, si on pouvait effectivement se limiter, de façon à ce qu'on puisse répondre à des questions de tous les participants à la fin de la table ronde. Bien sûr. Alors, peut-être la première réflexion, c'est le titre. Vous le disiez très bien, Alain. Demain, comment on sera accompagné? Et donc, l'enjeu de cette table ronde, c'était cette histoire d'accompagnement à travers les personnes, à travers les modes d'accompagnement. Alors, évidemment, on peut dire que c'est d'abord la question des métiers, c'est d'abord la question des gens, des femmes très majoritairement et des hommes qui interviennent dans ce secteur. Et on sait qu'aujourd'hui, on a, dans une période où on va atteindre 6 millions de chômeurs, on a en même temps beaucoup de difficultés pour recruter des personnes venant travailler auprès des plus fragiles, auprès des plus âgés. Il y a comme un paradoxe ou quelque chose qui dit beaucoup sur qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui est hiérarchisé, comment on hiérarchise une société et comment on hiérarchise finalement les questions autour du soin. Donc sans doute que pour moi, la première question, c'est autour de ces métiers, autour de ces personnes. Donc comment finalement on donne envie à des jeunes et à des moins jeunes de choisir ces métiers et non pas d'y aller faute de mieux. Alors, évidemment, si on veut… Alors, il y a d'abord une question, et je pense qu'avec Marianne Monchamp, on s'y retrouvera complètement, il y a une question d'image. Tant que l'image de la vieillesse, tant que l'image des vieux, tant que l'image, plus généralement, la perte d'autonomie est extrêmement délabrée, comment voulez-vous donner envie à des gens d'aller travailler dans un secteur qui a mauvaise presse, en quelque sorte, qui ne fait pas chic? C'est quand même vachement plus sympa d'aller dans le luxe. Je vois bien, je suis prof à l'INSEC dans une école, je vois bien qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent aller sur les métiers du luxe.
alors qu'il n'y a pas tant que ça de débouchés que sur d'autres secteurs. Donc, la question, c'est quand même comment on donne envie et comment d'abord on valorise cette question-là, qui n'est pas une question, comme vous le faites toutes ces journées, qui n'est pas une question de charge, mais qui est aussi une question de levier, de chance, d'innovation. La deuxième chose, c'est évidemment comment on valorise ces métiers. On les valorise en parlant, on les valorise financièrement, bien évidemment, on les valorise en termes de parcours professionnel. L'idée que toute ma vie, je ne serai pas, par exemple, auxiliaire de vie, mais que je peux aussi progresser dans ce métier. Je me souviens d'une jeune auxiliaire de vie qui disait « Moi, je suis une auxiliaire d'envie ». Ce que je trouvais en effet déjà beaucoup plus sympathique. Voilà. Donc, il y a autour de ces questions-là, comment je peux évoluer professionnellement. Il y a la question, bien sûr, de la formation. Mais on dit souvent, vous savez, c'est comme le général de Gaulle, il saute en disant l'Europe comme un cabri. On dit souvent la formation comme un cabri, comme si c'était la réponse à tout et comme si n'importe quelle formation allait de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que c'est aussi la question de la pédagogie, d'aller vers des personnes qui parfois ne sont pas très à l'aise avec l'éducation classique. Et donc, comment on fait pour pas les remettre face à un échec, mais au contraire les accompagner vers autre chose. Donc, c'est aussi comment on innove autour de la formation. Et puis c'est aussi, ça fait lien d'ailleurs, c'est comment, je dirais, on sensibilise les enseignants, ceux qui parlent justement aux plus jeunes, comment on les sensibilise sur ces métiers et pour pas que ces enseignants disent à la personne, bah, quand même, tu n'es pas très, très doué, donc je vois que ça comme débouché pour toi. Donc, c'est aussi un enjeu de sensibilisation du secteur enseignant autour de ce métier et de ses apports. Je crois que c'est vraiment, vraiment la question des métiers. Et puis, ce qui fera un petit peu lien avec l'intervention précédente, ces métiers, c'est autour du chez-soi, qui reste l'alpha et oméga. Toutes les études montrent qu'en grande majorité, tout le monde souhaiterait vivre et vieillir et mourir chez soi. Et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça et que dans certains cas, le chez-soi devient une maltraitance absolue. Et que la première problématique du chez-soi, c'est de ne pas trouver justement un personnel qui vient chez vous. Et puis un personnel régulier. Quand vous changez 4 fois d'auxiliaire de vie en 4 jours, eh bien créer un lien avec les personnes, se sentir un peu en sécurité avec les personnes n'est pas du tout une évidence. Donc, on voit bien que… Et puis, par exemple, pour les dents, pour le deuxième, c'est tous les jours, il faut réexpliquer quelque chose à la personne. Voilà. Donc, tout ça crée aussi, de fait, une maltraitance par un turnover trop important. C'est évidemment la question des maisons de retraite. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y en aura besoin de 100 000 places de plus ? Tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin contre les maladies neuro-évolutives, je pense qu'on aura besoin de places en plus parce que plus de 70% des personnes qui sont accueillies en maison de retraite sont des personnes qui sont touchées par des maladies neuroévolutives. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Et puis sans doute que on s'inventeront aussi, se développeront aussi d'autres formes d'accueil. Je pense justement… un peu comme cette famille qui travaille sur les familles d'accueil, des choses comme ça. Évidemment, tout ce qui est autour de l'intergénération, ce que fait AGV. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment là-dessus, qui restent pour l'instant très minoritaires. Mais sans doute que là aussi, il y a des choses à accompagner et du coup, qui permettraient aussi à valoriser ces métiers. Et puis, dans la valorisation de ces métiers, c'est la question de la mobilité. On sait bien que souvent, la première difficulté, c'est que… une personne sur 2 qui refuse un emploi et le refuse parce qu'il n'a pas la solution de mobilité pour faire cet emploi ou pour aller à l'endroit attendu. Et bien, dans tout ce qui est service à la personne, évidemment, service à domicile, on a vraiment cette difficulté. Il y a la question du logement, mais il y a la question plus largement de soins. Par exemple, des gens qui sont souvent eux-mêmes en fragilité. Il n'y a pas toujours une assistance sociale dans un établissement ou dans le service à domicile. Comment on met en place, je pense à des structures comme Responsage qui travaillent là-dessus, comment on met en place des solutions. Il y a sans doute aussi, on a bien vu, période Covid, les attentes, les besoins des gens pour des médecines complémentaires et alternatives. Voilà. Il y a plein de choses autour de ça pour accompagner les soignants. Deuxième catégorie, pour aller très très vite, c'est évidemment la question des aidants. Et je dirais que aider les aidants, la première manière d'aider les aidants, c'est justement qu'il y ait plus de personnel. Parce que souvent, l'aidant est là parce que justement, il compense une personne, un professionnel qui n'est pas là. Donc, au-delà de tout, tant qu'il n'y aura pas assez de gens pour venir travailler et qu'on ne les paiera pas, qu'on ne les financera pas, les aidants se trouveront en grande difficulté. Et ensuite, évidemment, c'est un soutien beaucoup plus large, qui peut d'ailleurs ou très de proximité, très territorialisé, c'est la question de la ville en particulier, ou lié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la question de l'entreprise.
Et puis évidemment, il y aura là-dedans aussi une question autour du financement. Est-ce qu'il y a un statut? Est-ce qu'il y a un système assurantiel? Et Jean-Manuel Cupiec en parlera avec brio tout à l'heure, je présume. Mais là, on voit bien qu'on est pris un petit peu dans ces éléments-là. Et puis, je terminerai sur un troisième élément. Alain, c'est peut-être de dire que finalement, c'est aussi quelque chose qui nous concerne tous. C'est-à-dire que finalement, demain, quand je vous disais demain c'est moi, le demain c'est moi, demain c'est déjà aujourd'hui moi et c'est nous tous. C'est-à-dire que finalement c'est la question, par exemple, on pourrait parler d'intergénération. Par exemple, est-ce que des jeunes, mais aussi par exemple des retraités, avec un système par exemple de service civique qui serait orienté vers l'accompagnement des plus âgés. Il y aurait là certainement une piste à développer autour de cette problématique-là. C'est la question finalement on est beaucoup dans une culture, on le sait, hein, il y a deux caractéristiques en France aujourd'hui. Un, c'est le concours des victimes. Chacun est plus victime que l'autre. Vous remarquerez que souvent, ceux dont on parle le moins comme victimes, ce sont justement les vieux. Mais sinon, chacun est la victime. Voilà. Et puis l'autre élément, c'est j'ai droit. J'ai toujours droit à quelque chose, mais où sont mes devoirs? On pourrait se dire aussi, dans une seniorisation de la société, dans une société comme ça du vieillissement, finalement, c'est comment aussi tous, on s'implique d'une manière ou d'une autre pour améliorer la situation des plus âgés à un temps T. Et donc, c'est une question de bénévolat, c'est une question d'attention à l'autre, attention de proximité, de solidarité minuscule comme ça qui peuvent se faire. Et sans doute qu'on pourrait aussi travailler là-dessus pour les valoriser, pour les soutenir. Et puis, je crois que là, il y a vraiment quelque chose de très fort, avec évidemment aussi un travail sur le tissu associatif. Je pense à des réseaux comme Mona Lisa et autres, voilà, qui ont apporté beaucoup. Et puis je terminerai en disant que finalement tout ça, et ça fera lien aussi avec d'autres éléments, c'est que finalement pour qu'on arrive à ça, pour que chacun se dise aussi le vieux de demain c'est moi, c'est aussi comment la sphère publique, comment l'État, comment le discours nous rappelle que c'est un enjeu pas pour les vieux, mais bien de la société dans son ensemble et avec les plus âgés. On avait créé les états généraux de la seniorisation lors du premier confinement en disant qu'il faut aussi entendre la parole des plus âgés. C'est comment finalement on invente une société qui prenne en compte cette question, une seniorisation de la société, comme on pourrait parler d'écologisation de la société sur une autre transition. Comment on fait pour aussi que la parole et l'implication des gens, y compris des plus âgés, soient aussi inscrites. Et je dirais que ça sera sans doute, et je pense que ça ira droit au cœur de Marianne Monchamp, ça sera sans doute un des leviers, une des pistes aussi de l'instauration d'une 5e branche autonomie qui a dedans aussi, au-delà du levier économique, qui est évidemment un levier majeur, mais qui est aussi un levier, je dirais, culturel, d'implication. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, Alain. Et j'ai fait la performance exceptionnelle d'être dans les temps. Il n'y a pas votre micro. Alors, oui, ça voilà. Merci Serge pour ces réflexions tout à fait intéressantes sur l'attractivité notamment et de tous les nouveaux métiers liés à la perte d'autonomie, comment leur donner envie. Alors, il y a déjà des questions qui arrivent sur cette problématique. On essaiera de l'aborder en fin de table ronde. Je voudrais passer maintenant la parole à Jean-Manuel Cupiec, s'il est là, parce qu'on m'a signalé qu'il avait des petits problèmes de connexion. Bon, Jean-Manuel Cupiec n'est apparemment pas là. Alors, est-ce que Marianne Monchamp pourrait intervenir? Je peux le faire. Oh, c'est parfait. Marianne Monchamp, on ne la présente plus, hein, c'est une ancienne secrétaire d'État qui est actuellement présidente du CNSA, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Quelles sont vos réflexions et puis les politiques aussi que d'ailleurs vous avez contribué à mettre en œuvre? Merci, cher Alain Villemeur, pour ce lancement. D'abord, et puis merci surtout de l'invitation. C'est toujours stimulant de concourir à ce débat, à cette réflexion. Et je salue évidemment tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Serge, avec qui nous dialoguons souvent, mais aussi Monique Adolphe, que j'ai entendu. Jean-Manuel Cupiaquine, je n'en doute pas, nous rejoindra. Et Sylvain Rabuel, que j'ai hâte d'entendre pour Domusui, parce qu'il détient une partie de la réponse, pas toute la réponse, mais une partie de la réponse.
Déjà, si vous me permettez, je vais un peu réagir à ce que j'ai entendu. Ça sera le premier temps de mon intervention. Ensuite, je m'engouffrerai, je m'accrocherai à la 5e branche. Je vais faire de l'acrobranche. Ensuite, je terminerai par les questions, les enjeux de financement, puisque vous m'attendiez un petit peu là-dessus, si j'ai bien compris la commande. Alors déjà, réaction à ce que je viens d'entendre. Oui, Serge Guérin, oui, nous partageons beaucoup. C'est le fruit, comme je le disais, de nos échanges. Et oui, vous avez raison, il est absolument indispensable de tout soutenir toute cette économie qui, au fond, ne demande qu'à prospérer, qui n'est pas délocalisable, qui est sans doute un des éléments de la reprise économique et de la relance, à la condition que le plan de relance ne l'oublie pas. Et si j'ai observé dans le PLFSS pour 2021 des lignes budgétaires intéressantes, notamment pour ce qui concerne l'investissement et la revalorisation salariale des salariés en EHPAD post-Ségur, en revanche, j'observe que pour le champ du domicile, on n'est pas tout à fait sur la même planète, que ce sont les oubliés du plan de relance et que ces salariés qui sont les plus pauvres salariés de l'économie française, travailleurs pauvres qu'ils sont, à quelques 900 € par mois dans le meilleur des cas, font tenir au fond tout un système sans lequel on serait bien en peine de trouver des réponses pour ceux de nos concitoyens qui, du fait de l'âge ou bien du handicap ou bien d'une pathologie chronique, ont besoin d'être accompagnés dans les actes de la vie de tous les jours. Et si vous voulez, quand on en arrive au fond à faire téléphoner par sa belle-fille ou bien par son assistante sociale à l'EHPAD du coin pour chercher une place parce qu'on est tombé la veille et qu'on ne peut plus rester chez soi, moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République. Et je peux rejoindre ce que Monique Adolphe disait. Quand on se place dans la situation de cette personne qui, au motif qu'elle est tombée ou qu'elle a oublié d'éteindre le gaz ou qu'elle est seule et qui du coup se retrouve propulsée dans un EHPAD dont elle n'a pas voulu, qui n'est pas son histoire, qui l'amène à vivre en collectivité là où toute sa vie elle a été un citoyen debout, élevé ses enfants, a travaillé, a produit de la valeur et a fait des choix, je dis que la République tangente la barbaritude, à défaut d'utiliser des termes plus violents que je m'interdis d'utiliser, même si au fond de moi, au fond de mon cœur, pour tout vous dire, il m'arrive de les penser. Voilà. Donc, je comprends cela et ce que cela nous dit donc en réaction, c'est que non, Monique Adolphe, je ne crois pas, même si j'entends bien qu'effectivement, nos concitoyens ont le droit de choisir s'ils veulent vivre ou non. Et que la question, au fond, de la fin de vie et du suicide assisté est une question légitime. Mais la puissance publique ne doit pas entrer par ce plan-là, car, et ça c'est une position que j'ai toujours eue, y compris quand j'étais au gouvernement en charge des questions de handicap, où de manière assez légitime, des personnes très lourdement handicapées qui n'avaient aucun espoir de retrouver au fond une vie libre du fait de la lourdeur de leur handicap, revendiquaient d'entrer dans une démarche de fin de vie assistée. Ma position a toujours été, elle est constante, et en éthique, si vous voulez, je tiens à l'exprimer ici, que la puissance publique doit se demander comment tout faire pour que la demande euthanasique n'intervienne pas. C'est sa première mission. Sa première mission. Et il faut se tourner vers le décideur public et lui dire, mais dis donc, toi, le décideur public, que fais-tu pour que dans l'intime de la personne, cette envie d'en finir n'arrive pas? Voyez? Et c'est son premier devoir. Ensuite, s'il n'y a rien à faire, on peut toujours se poser la question de l'accompagnement de la fin de vie. Mais ça n'est pas la question première. La question, c'est d'être aux côtés de nos compatriotes pour que cette demande de fin de vie n'intervienne pas. Et donc, il faut tout faire par un système de protection sociale approprié pour repousser aux cas les moins nombreux ce désespoir de la personne qui conduit à dire « je veux en finir ». Et pour cela, il faut que nous investissions dans une organisation collective.
Alors, c'est très modestement ce que je crois on peut assigner comme promesse à la 5e branche de protection sociale, comme d'ailleurs à tout notre système de sécurité sociale. L'assurance maladie, ce n'est pas simplement l'assurance de voir ses soins remboursés, mais c'est l'assurance de bénéficier de soins qui évitent de mourir ou de souffrir et qui permettent d'espérer au moins la rémission pour continuer de se fixer des objectifs de vie. C'est ça le sens contemporain de l'assurance maladie. Eh bien, la 5e branche autonomie, sa promesse doit être de faire en sorte que, quelle que soit la perte d'autonomie, la vie vaille la peine d'être vécue. Ça veut dire que la personne puisse faire des choix, puisse exprimer ses préférences. Ça, la notion de préférence, quand on la confronte à la position publique, ça fait très mal, ça éclabousse, il y a du sang sur les murs. Pourquoi ? Parce que le décideur public et l'État moderne n'est absolument pas configuré pour traiter des préférences de nos concitoyens. Il s'est pensé des réponses globales, des réponses administrées, des réponses normatives, y compris quand on a le Covid, n'est-ce pas, qui vont enjoindre les gens de rester dans leur chambre parce que c'est mieux comme ça et ça évite la transmission. Mais il ne sait pas demander, se pencher doucement vers Madame X ou Monsieur Y en lui disant « mais au fond, qu'aimeriez-vous » Voilà. Et il ne sait pas davantage se pencher vers la famille, éloigné de son proche et lui dire « mais au fond, qu'aimeriez-vous » Qu'aimeriez-vous? Et ce souhait, cette aspiration, ce désir, moi, la puissance publique, je vais vous dire ce que je peux tenter de faire et vous me direz ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que j'ose affirmer que c'est possible? Parce que ma culture politique vient de la politique du handicap. Elle vient de la loi de 2005, qui a érigé le projet de vie en paradigme absolu de la politique du handicap. La loi de 2005 a instillé dans notre système de protection sociale un paradigme qui est le suivant. Dis-moi ce que tu veux faire de ta vie, dis-moi comment tu entends vivre et je te dirai, moi, puissance publique, ce que je peux faire qui va dans ce sens-là. Je sais que je ne pourrai pas tout faire, mais je vais adapter ma réponse, au fond, à l'aune de tes aspirations et de tes préférences. À cet égard, je ne saurais trop vous recommander, sans doute l'avez-vous lu, le dernier ouvrage d'Esther Duflo, Économie utile pour des temps difficiles, dans lequel Esther Duflo apporte une démonstration cinglante de l'incapacité de la puissance publique à intégrer la dimension de la préférence et du choix. On sait raisonner en termes de besoins, on ne sait pas raisonner en termes de préférence, c'est ce qui doit, au fond, devenir la promesse de la 5e branche de protection sociale. Et donc, comment on fait pour faire un bidule pareil? Comment ça se construit un machin aussi complexe que celui qui consiste à raccorder, au fond, la protection sociale à la personne? Pour raccorder la protection sociale à la personne, ça c'est sûr, il faut moderniser l'État. Il faut que l'État reste à sa place, fasse tout ce qu'il a à faire, mais n'outrepasse pas, au fond, ses attributions. Il faut qu'il se rapproche des organisations territoriales et infraterritoriales, parce que la vie de quelqu'un, ça ne se joue pas dans les bureaux de l'avenue de Ségur, ça se joue dans un quartier, parfois dans un immeuble, parfois même dans un appartement, dans un, comment dirais-je, dans un environnement qui est au fond un environnement d'hyper-proximité. Et pour cela, il faut que l'État accepte d'être résilient. Et je vais dire quelque chose d'éminemment désagréable, mais que je pense tellement qu'au fond, je continuerai de porter ce message aux responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, et quoi qu'il advienne, tant que j'aurai la capacité de le faire. C'est que, alors même que la dette publique explose, alors même que l'État sait parfaitement qu'il ne sera pas en mesure de financer les collectivités territoriales, comme il le faisait par le passé par des dotations aux collectivités territoriales, il faut qu'il encourage la capacité des collectivités territoriales à prendre des initiatives et il faut qu'il mette en œuvre des modalités de pilotage avancées, modernes, pour leur permettre de garder le même cap et de s'inclure dans des politiques publiques alors même qu'elles permettront de mettre en œuvre des réponses différenciées.
Ça, c'est un point déterminant, déterminant, et ne nous le cachons pas. Les collectivités territoriales avancées sont déjà en train de faire ces choix d'une forme d'autonomisation financière. Il faut la reconnaître très vite de la part de la puissance publique, faute de quoi nous ne la piloterons pas. Et alors, nous courons le risque, en effet, d'avoir de très grands écarts territoriaux entre les collectivités riches et les collectivités pauvres, entre celles qui savent s'y prendre et celles qui ont moins de chances, moins de force politique et organisationnelle pour y parvenir. Le deuxième élément, c'est qu'il faut arrêter… Marianne Monchamp, si vous pouvez… Oui, essayez peut… Ah, c'est parfait. J'ai fini. On vous écouterait avec plaisir, on vous écouterait avec plaisir pendant longtemps, mais le temps est compté. Alain, je ne vous imposerai jamais un pensum pareil. Non, non, je termine en 3 phrases. Il faut également arrêter, comme disait Serge en paraphrasant le général de Gaulle à propos de l'Europe, de sauter comme des cabris avec la solidarité nationale. Je crois profondément à la solidarité nationale. Je crois terriblement dans sa capacité à financer la protection sociale. Mais convenons que si l'on veut prendre le parti de la personne, si l'on veut apporter des réponses personnalisées, il faut compléter la solidarité nationale par d'autres modes de financement. Et le financement assurantiel, dès lors qu'il s'inscrit dans une politique publique, n'est pas une alternative à la solidarité nationale. C'est un complément de financement possible pour la solidarité nationale qui doit se préoccuper de piloter cela. Et j'en appelle aux assureurs de toutes les familles, j'en appelle à eux pour qu'ils s'inscrivent au fond dans la coproduction de cette 5e branche de protection sociale qui se compose donc de 4 grands acteurs que j'énumère, l'État et la puissance publique qui est en charge du pilotage de la solidarité nationale, les territoires qui complètent effectivement cette capacité de financement et doivent assurer le dernier kilomètre jusqu'à la personne, l'assureur qui, aux côtés de la personne, permet de financer son libre choix, et la personne elle-même qui, naturellement, a le droit, par sa propre capacité, quand elle existe, eh bien, d'affiner ce choix selon sa volonté. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais je tenais absolument à dire les choses en ces termes. Je crois profondément à la 5e branche. Je me battrai de toutes mes forces pour son avènement. Il faut qu'elle soit au rendez-vous de 2030. Pour apporter sa réponse. Mais je crois qu'il faut sortir de nos zones de confort, sortir de nos référentiels éculés pour oser penser la protection sociale dans un cadre nouveau. Alain, j'ai fini. Je la boucle. Merci beaucoup, Marianne Monchamp, pour cet éclairage sur ce défi considérable que représente la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Je vais donner maintenant la parole à Jean-Manuel Cupiec, qui a résolu ces problèmes de connexion. Jean-Manuel, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, bon, tu es en téléphone. Donc, oui, c'est ça, tout à fait. Jean-Manuel est directeur général adjoint de l'OCIRP. L'OCIRP, c'est un acteur de la protection sociale complémentaire et c'est l'union d'institutions de prévoyance. Jean-Manuel, que t'inspire tout ce questionnement? Et je savais que tu voulais parler notamment des aidants sur lesquels l'OCIRP a énormément travaillé et œuvré. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez. Voilà, on t'entend. Vous n'aurez pas tout, mais vous aurez au moins le son. Alors, le sujet, c'était qui prendra soin demain des seniors. Si je voulais répondre, je dirais les seniors, comme ça c'est fait. Mais la réponse est un peu courte. Alors, déjà, le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est la notion d'aidant. Les aidants, c'est pour moi 4 dimensions. Pourquoi 4 dimensions? Parce que l'aidant, il est visible ou invisible. Il est actif ou inactif. Et on voit bien que déjà, l'aidant, c'est pas si simple que ça. On a des aidants de salariés de droit privé, des fonctionnaires, des agriculteurs, des commerçants, des professions libérales, mais aussi on a des inactifs, ce sont les retraités. Ils ne sont plus dans l'activité. Et on a aussi des étudiants. Et donc, on voit bien que déjà, dans le premier point, dans la notion d'aidant, c'est une notion complexe. Le deuxième point, c'est l'âge des aidants. L'âge des aidants, c'est aussi une notion qui semble, on dit, ils sont tous seniors. C'est pour ça que
Ils ont tous en moyenne 59 ans et puis 53% sont des femmes. En réalité, il y a des fois 2 générations d'écart et les jeunes sont aussi des aidants. Sujet qui a émergé, qu'on n'avait pas vu. C'est un sujet, si vous voulez, qui apparaît dans notre société. On s'aperçoit que c'est pas une génération qui aide l'autre génération, mais ça peut être 2 générations d'écart qui aident. Donc ça, l'âge des aidants n'est pas forcément le stéréotype qu'on pourrait comprendre d'une femme qui a 59 ans. Le troisième point dans la notion d'aidant, c'est la durée de l'aide. Quand on est aidant, c'est du long terme. On n'est pas aidant pour quelques mois, on est aidant pour entre 6 ans et 10 ans. Donc c'est un sujet qui, dans le temps, s'installe. Et l'aidance, c'est un mot qui n'est pas très joli, mais l'aidance qui s'installe, elle est différente en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au début, il va falloir se mettre en œuvre pour essayer de gérer la situation. Et puis après, on va peut-être avoir une période, on va dire, entre guillemets, plus simple, parce qu'on est un peu sur des rails, et puis on a à peu près trouvé je dirais, un équilibre entre l'aidant qui est salarié, qui a une vie professionnelle, et puis l'aidant qui s'occupe de l'aider. Donc ça, c'est un point important. Et puis, on ne parle pas forcément de la fin de vie de la fin de vie, y compris pour l'aidant. Et l'aidant de qui? Alors ça, c'est le 4e point, c'est aidant d'une personne âgée, certes, aidant d'une personne en situation de handicap, mais aussi de maladie chronique. C'est pour ça que les chiffres qui apparaissent dans notre société sont entre 8 et 11 millions de personnes qui sont aidants en France. En gros, 100 millions quand même dans l'Europe des 28. Donc, quand on parle d'aidants, déjà, on voit bien que c'est compliqué parce qu'on a plusieurs situations, on a plusieurs modèles, et puis un aidant, c'est dans le temps que ça s'inscrit, et donc il faudra, je dirais, se retrouver dans un costume qui va peut-être changer au fil du temps. Et donc, quand on dit aidant, le vocabulaire, vous savez, la sémantique en France, on est toujours très fort sur le sujet. Alors, on parle aujourd'hui de personnes vulnérables et fragiles, on peut mettre les aidants dedans, mais les aidants, ça peut être, c'est plus aidant, maintenant on parle de proches aidants. Avant, on parlait d'aidants familiaux, on parlait même d'aidants naturels, ce vocabulaire a été supprimé, on parle d'aidants bénévoles, mais aussi on a des aidants professionnels. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre structure, on est sur un couple à 3. C'est un espèce de vaudeville. Alors, ça serait drôle si ça marchait bien, mais ça ne marche pas tous les jours, entre l'aidant qui est non professionnel et puis l'aidant professionnel. Et c'est ça la réalité. Alors, quand on voit, je dirais, cette mutation qui va se faire, parce que Marianne Monchamp évoquait tout à l'heure d'une 5e branche de sécurité sociale à une 5e branche de protection sociale, on voit bien que les priorités aujourd'hui du gouvernement sont lesquelles. Brigitte Bourguignon a dit au mois de novembre, eh bien, il faut vieillir le plus longtemps possible chez soi, il faut faire un virage domiciliaire. Pour autant, il faut faire une attractivité des métiers du grand âge parce qu'il faut des aidants professionnels, et puis il faut des solutions alternatives dans l'habitat, c'est-à-dire un habitat inclusif ou des logements intergénérationnels. On voit bien que notre société se dit, eh bien, il va falloir que les aidants soient encore plus présents. Je parle des aidants effectivement qui sont non professionnels. Et donc, on voit bien que c'est aussi une vraie mutation. L'autonomie, c'est quoi aujourd'hui? Cette mutation et cette 5e risque qui va naître là, qui va se préfigurer, en tout cas, on le pense en 2021, ça sera sur les personnes âgées, personnes handicapées. On voit bien que la société française a toujours poisonné ce sujet depuis des années, des dizaines d'années, et qu'aujourd'hui, effectivement, ça va être une vraie mutation de considérer qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les personnes handicapées, et les personnes âgées, et que cette barrière d'âge à 60 ans va forcément sauter. Alors, quand on a dit tout ça, on a aussi un point, c'est que il faut se rappeler que la loi SV date de 2015 et on est 5 ans plus tard et on voit que 5 ans plus tard, on parle d'une notion d'un soutien aux aidants. Donc il a fallu 5 ans quand même pour se dire les aidants, ils sont quand même visibles. Alors ils sont visibles, ceux-là, quand ils sont dans la vie professionnelle, parce qu'ils sont dans l'entreprise. Et c'est là où, si vous voulez, le point important, ça va être la négociation de demain. C'est un sujet de partenaires sociaux. C'est un sujet où il va falloir qu'effectivement le rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective, parce que c'est bien une approche collective qu'il faut avoir, de dire, eh bien, il va falloir gérer
les activités professionnelles, les activités d'aidants qui sont les leurs, les activités de la vie sociale et la vie privée de ces salariés. Et donc, ce rôle de négociation des partenaires sociaux est essentiel. Ils ont pris conscience du sujet. Donc, si vous voulez, c'est quand même un point positif. On pourrait se dire, eh bien, c'est peut-être pas leur priorité. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité des partenaires sociaux dans le contexte actuel et dans la crise économique et sociale qui va arriver, avec les entreprises qui vont effectivement être en faillite et puis les salariés qui vont être aussi au chômage. Donc, on voit bien que ce sujet-là est néanmoins pris en compte. Donc, c'est un point important. Et là, c'est, si vous voulez, la négociation collective qui doit entrer en ligne de jeu. C'est un débat de branche, mais c'est aussi un débat d'entreprise. Et c'est là où, effectivement, les DRH, qui sont des fois un peu frileux sur ces sujets-là, ne sont pas forcément moteurs, se doivent se dire, eh bien, moi, j'ai combien d'aidants dans mon entreprise? Eh bien, ça, alors, les chiffres aujourd'hui évaluent entre 10% et 20%. Vous voyez, c'est quand même très significatif, sachant qu'on n'a pas forcément envie de dire à son entreprise et à son DRH qu'on est aidant, parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui relève de la sphère privée. Néanmoins, on voit bien que, d'une certaine façon, l'entreprise a pris conscience de ça et que ça touche toutes les couches de la population dans l'entreprise et toutes les couches salariales, et quels que soient les âges. Je renvoie à la définition du début de la notion des 4 dimensions de l'aidant. Et donc, ce temps, le temps de la concertation, à mon avis, est arrivé, où il faudra se dire, eh bien, être aidant, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, que je n'avais pas prévu. L'allongement de la vie fait que, effectivement, quand j'ai 60 ans, j'ai des enfants, mais j'ai aussi des parents qui sont âgés, et il va falloir que je m'en occupe. Et puis à 60 ans, si j'ai de la chance d'être encore dans l'entreprise, ce qui n'est pas forcément, ce qui est un cas déjà encore un peu particulier, vous regardez ceux qui ont 60 ans dans l'entreprise sont ne pas si nombreux que ça aujourd'hui, eh bien, il faut effectivement les protéger parce que ce sont des personnes fragiles et qui effectivement doivent se partager entre leur entreprise et puis leur rôle d'aidant et leur vie privée. Alors, Jean-Manuel, est-ce que tu pourrais peut-être conclure, parce que je sais que tu es passionné par ce problème des aidants. Je conclus. Tu peux conclure, oui. Je conclus en disant qu'il faut peut-être aller plus loin avec un statut de l'aidant, que les associations d'aidants sont essentielles dans le débat, et qu'effectivement, ce que l'on ne voit pas, c'est que ne rien faire coûte plus cher que de faire, et que le coût réel et les coûts cachés d'une personne qui est aidante dans l'entreprise est évalué entre 5 000 et 8 000 euros par an et par salarié. Et ça, si vous voulez, c'est un point significatif. Il faut que les entreprises se disent, ce sont des coûts cachés et il faut que je fasse quelque chose. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Manuel. On va passer au dernier intervenant, notre grand témoin, Sylvain Rabuel, qui est le président du groupe Domus Vie. Domus Vie, c'est un groupe gestionnaire d'établissements médico-sociaux pour les personnes âgées et fragiles qui est international. Sylvain connaîtrait mieux les chiffres que moi, mais je crois avoir compris qu'il y avait 350 établissements dans 7 pays et dont 200 établissements en France. Voilà, alors Sylvain, si vous pouviez réagir un peu aux propos qui ont été tenus et puis nous faire part de votre expérience sur… Je sais que vous avez beaucoup réfléchi sur l'EHPAD, sur ce qu'on appelle l'EHPAD hors mur. Voilà, si vous pouviez nous en parler également de votre vision de ce fameux EHPAD hors mur. Merci Alain et merci à toutes et à tous pour la qualité de ce débat et des contributions à laquelle je vais essayer d'être à la hauteur. Alors pour répondre à la question qui est celle de notre débat, M. Wilmer a déjà fourni beaucoup de réponses dans son essai L'erreur de Faust, où il décrit la société du vieillissement et le côté implacable de la démographie qui est devant nous, avec un essor très considérable du nombre de personnes âgées dans nos sociétés. Et donc, la réponse à la question est assez simple, elle a déjà été donnée par les uns et les autres. D'abord, nous serons tous ces personnes âgées, et puis nous aurons tous à nous en occuper individuellement et collectivement. Et en fait, on se rend bien compte que la difficulté à laquelle on va être confronté, c'est de passer de cette logique individuelle où les aidants aujourd'hui non professionnels aident individuellement leurs parents
à cette logique collective où cette aide, cette contribution devient une sorte de projet de société qui nous rassemble, et c'est le défi des 10 prochaines années. Et donc, la réponse à la question, on l'a tous, en fait. Hein. Elle se situe là, dans la construction d'un projet de société, dans une société du prendre soin. Pour ce qui est d'un groupe comme DomusVi, on a des éléments de solution, mais évidemment, ce ne sont que des éléments à articuler avec les pouvoirs publics et avec les citoyens. La société du prendre soin, elle peut prendre corps dans les EHPAD. Hein. C'est aujourd'hui finalement un atout de la société française que de disposer d'un réseau de 7 à 8 000 EHPAD dans la proximité immédiate de la plupart des lieux de vie des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain. Cette forme d'hébergement et de communauté de vie, puisque c'est une vie communauté, elle a énormément progressé ces 10 à 15 dernières années. Elle a encore beaucoup de progression, d'amélioration devant elle pour être une forme pleinement satisfaisante. Beaucoup appellent à la médicalisation de ces établissements. En réalité, des dispositifs existent déjà, et j'en citerai un qui est un dispositif très performant qui s'appelle le tarif global, qui permet à un EHPAD de salarier des thérapeutes et donc d'avoir un nombre de thérapeutes à mettre au contact des résidents très significatif. Et donc, on a déjà entre les mains des solutions qui existent, et donc c'est au pouvoir public de donner plus largement droit à ce tarif qui améliorera très significativement la prise en soin des résidents en EHPAD. Mais s'en remettre à la médicalisation au sein des EHPAD, ce n'est clairement pas une fin en soi. Ce serait voir les personnes âgées comme des gens malades, en définitive. Hein. Et là, je rejoins le propos de Madame Adolphe. Ce ne sont pas des gens malades, les personnes âgées, du fait de leur âge, y compris même du fait de leur pathologie. Ce sont d'abord, comme vous et moi, des personnes qui aspirent, vous le disiez en début d'intervention, au bonheur, à une joie individuelle et quotidienne. Et c'est comme ça qu'on doit continuer à concevoir les EHPAD, comme des communautés de vie, des lieux de joie et de plaisir, grâce auxquels on peut surmonter les effets du handicap, de la maladie ou des pathologies cognitives. Et donc, je serais évidemment en désaccord avec une vision qui consisterait à faire des EHPAD des lieux dans lesquels on met fin à la vie. Ce ne sera pas la vocation, en tout cas, de nos établissements chez DomusVi. Et pour cela, il faut être concret. Et pour rendre ces établissements agréables, il faut y investir. Et il y a en France un énorme besoin d'investissement dans l'immobilier. Pour ce qui est de DomusVi, sachez qu'on va investir 350 millions d'euros dans les 3 prochaines années. Donc, uniquement à l'échelle d'un groupe comme le nôtre, qui gère 200 établissements en France, on va consentir un effort de 350 millions d'euros. Et puis, l'EHPAD est peut-être la première ressource dont on dispose en France pour faire ce virage domiciliaire dont il est en question. Puisqu'en fait, ça donne la possibilité, l'accès à des ressources gériatriques, finalement, à 10 ou 15 minutes du lieu de vie, du domicile de la plupart des personnes âgées en France. Et c'est ça l'EHPAD ressources, l'EHPAD plateforme, c'est-à-dire un lieu dans lequel on pourrait puiser pour continuer à vivre de façon la plus autonome possible chez soi, en puisant dans les ressources, les compétences, les infrastructures des EHPAD à proximité. Nous-mêmes, de DomusVi, on a formulé auprès des pouvoirs publics, dans un certain nombre de départements et de régions, des projets d'EHPAD de ressources, dans lesquels, une fois de plus, des personnes âgées ou alentours viendraient piocher les services, les soins, les supports, les aides dont ils auraient besoin. Ce sont des projets qui ne dépassent pas le stade du pilote aujourd'hui. Il y a un besoin de décloisonnement entre les activités d'aide et de soins à domicile et les activités résidentielles, notamment dans les financements, pour que ces projets prennent vie à une taille significative. Mais c'est vraiment une voie à emprunter, parce que ça permettrait à la société française d'exploiter ce formidable acquis qui est de disposer aujourd'hui de 7 à 8 000 EHPAD avec les professionnels qui les animent sur tout le territoire. Et puis enfin, la société du prendre soin vers laquelle on doit aller, ça doit évidemment être une société pour vivre à son domicile, un domicile adapté,
Et pour cela aussi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Beaucoup d'entre vous ont fait part des métiers du domicile comme étant des métiers oubliés aujourd'hui, notamment Madame Monchamp. Vous avez fait un appel très fort au début de votre intervention, auquel je ne peux que souscrire. Les métiers du domicile, les aidants professionnels auxquels vous avez fait également référence dans votre dernière intervention, sont des métiers formidables et sont des métiers aujourd'hui déclassés. Et si nous voulons, dans les 10 ans à venir, relever le défi que nous impose la démographie, que nous impose notre vieillissement, on doit inverser les valeurs de la société, et non plus être une société qui ne valorise que la vitalité et la jeunesse, mais également la vieillesse et partant les personnes, les compétences et les métiers qui prennent en charge et qui accompagnent les personnes âgées, en particulier les aidants professionnels du domicile qui sont aujourd'hui totalement déclassés. Ils l'ont été durant la première vague du coronavirus en étant systématiquement oubliés des pouvoirs publics. Ils le sont pour l'instant également dans les projets de réforme qui sortent, qui tirent les leçons de cet épisode du coronavirus, alors même qu'ils sont au cœur de la solution. Donc on a un immense défi, à la fois un défi de société, de changer le regard qu'on porte sur le vieillissement et sur les métiers, et puis spécifiquement de rendre possible l'émergence des aidants professionnels. C'est simple, il faut que ces métiers soient mieux rémunérés. Il faut que les opérateurs de ces métiers, dont DomusVie fait, puissent trouver un modèle économique qui leur permette d'investir dans les rémunérations et d'investir dans la qualité de service. Ce n'est aujourd'hui pas le cas. C'est quelque chose qui peut être parfaitement débloqué par les projets de législation sur lesquels travaille Madame Bourgogne. Et je crois, pour conclure, puisque j'ai la lourde responsabilité de conclure, nous avons tous peu ou prou appelé finalement à un projet de société autour de la construction d'une société du vieillissement, pour faire référence à votre essai, une fois de plus. Et ce projet de société, finalement, c'est un projet politique qu'il appelle. Changer les valeurs, inverser le regard. Ce qui tombe bien, c'est que ce projet politique, il aura des débouchés économiques très puissants. Or, nous avons besoin dans notre pays de stimulus économiques et de projets économiques de croissance et de développement. Et donc, ce projet de société, à mon sens, en particulier dans les 18 à 24 mois qui viennent, devrait advenir. Merci Sylvain de cette réflexion très intéressante issue de votre expérience, votre grande expérience de gestion d'EHPAD. Et bon, il y a une question qui est revenue parmi les participants qui était comment donner envie pour ces métiers. Alors vous y avez en partie répondu. On va peut-être terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait intervenir pour répondre à cette question de nos participants, à laquelle d'ailleurs que vous avez été nombreux à aborder, mais comment donner envie, en complément du rapport d'ailleurs que je signale, du rapport d'El Khomri, qui était tout à fait intéressant. Est-ce qu'un intervenant veut intervenir? Je veux bien Marianne Monchamp. Élément de réponse. Il y a évidemment une valorisation économique de ces métiers à revoir. Une valorisation économique de ces métiers à revoir. Et il y a une valorisation sociale qui n'est pas moins importante. Donc, il faut recharger ces métiers en valeur sociale, en valeur économique bien sûr, mais en valeur sociale. Ce sont des métiers qu'il est difficile d'assumer. Absolument. Et qui ne sont Marianne Monchamp, peut-être quelques mots en complément pour terminer? Oui, bien sûr, je rejoins ce qui vient d'être dit, mais je veux ajouter qu'il est important d'investir dans ce secteur et qu'il est important que la puissance publique, reconnaisse le secteur du domicile et le secteur de la réponse domiciliaire, si je puis dire, comme un secteur économique à part entière. Cela veut dire qu'au-delà des stratégies d'investissement, il faut que ce secteur bénéficie d'un véritable soutien. Et l'attractivité des métiers dépendra de la place qu'on leur donne dans la réponse en santé, car le domicile est souvent le premier recours pour la personne,
Cela dépendra évidemment du modèle économique des entreprises de ce secteur. Elles sont très diverses. Certaines sont privées lucratives, d'autres associatives, d'autres publiques. Et il faut que nous ayons une véritable réflexion économique responsable et durable sur la pérennité de ce secteur. Sans quoi, sa fragilité obérera l'ensemble de notre système de protection sociale. Bien, merci Marianne Monchamp. Mais écoutez, je voudrais tous vous remercier pour avoir rendu cette table ronde, je crois, tout à fait intéressante et enrichissante. Merci à tous et bonne continuation.